à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Stasis. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous entretenir avec Marie-Claude Tifo, historienne de la santé mentale, des institutions psychiatriques et des soins infirmiers au Québec et au Canada. Nous allons parler de la manière dont la crise de la Covid-19 a touché et touche les personnes âgées, et à l'aide du point de vue de notre historienne invitée, nous allons naviguer entre le présent, le passé et le futur de la santé. Bonjour Marie-Claude Tifo, et un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, vous voudriez vous présenter par vous-même ? Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. Je suis bien contente d'être avec vous et surtout pour parler de la situation là, de la COVID-19 qui rejoint des nouveaux intérêts de recherche. Alors, peut-être dire au départ que je suis une historienne de la santé. Je me suis intéressée pendant longtemps à l'enfermement asilaire, en particulier l'enfermement des femmes dans les institutions psychiatriques au Québec, pour ensuite m'intéresser davantage du côté de l'Ontario. Après les années 60, qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qui avaient des troubles psychiques graves, qui ont été hospitalisés pendant sûrement, on pourrait dire, des moments trop courts pour essayer de les rétablir et de les retourner dans leur communauté. Alors, ça me donne un angle pour regarder un petit peu la situation avec la COVID-19 et en particulier ce qui se passe avec les personnes âgées. Ici à Stasis, on a reçu Nima Machouf dans un précédent podcast, qui est épidémiologue et puis qui nous a parlé beaucoup du fait que la centralisation du système de santé avait joué une part importante dans justement l'incapacité que le système a eue à s'organiser face à la crise. Et donc cette incapacité, on pourrait aussi souligner qu'elle est due à une forme d'indifférence que les sociétés aujourd'hui peuvent avoir vis-à-vis des personnes âgées ou de la mort. À votre avis, est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là ? Je pense que la pandémie nous a permis de tout le monde regarder en même temps la situation qui se déroulait dans les institutions qui accueillent nos personnes âgées. Bien que depuis sûrement une trentaine d'années, déjà, on disait les problèmes que ce système de santé-là avait, entre autres le manque d'effectifs, le manque de place pour soigner nos personnes âgées et que là, on s'est rendu compte que bien des endroits, les institutions étaient vétustes, que des travaux étaient nécessaires, que des travaux étaient urgents, mais on semble croire que pour le ministère de la Santé, ce n'était pas une priorité. On tarde toujours à passer à l'action pour améliorer ces lieux d'accueil, ces lieux de vie pour les personnes âgées. Alors, avec la pandémie, on s'est vraiment rendu compte que finalement, les endroits où résidaient les personnes âgées ne permettaient pas d'avoir les mesures sanitaires, là, telles de séparer les sections chaudes ou les sections froides pour être certain que les patients finalement contaminés ne contaminent pas les patients qui étaient sains. Alors, on a vu plein de situations qui nous permettaient de voir finalement qu'on n'arrivait pas à offrir des soins optimaux dans ces institutions-là. Mais ça a attiré l'attention et finalement, pour mieux regarder qu'est-ce qui se passait et comment ça se fait que notre société n'avait pas prévu de prendre en charge de façon optimum nos personnes âgées. Et alors, par rapport à cette question du regard que la société porte sur les personnes âgées, et puis le fait d'être ou de ne pas être préparé à des situations catastrophiques, vous qui êtes historienne, est-ce que vous pourriez nous dire si la situation que nous vivons et avons vécue ces derniers mois fait écho au passé ? Est-ce que vous avez des impressions un peu de déjà-vu ou est-ce que c'est tout neuf pour vous ? Alors, pour avoir étudié pendant longtemps les institutions asilaires, toute la période de l'enfermement asilaire, alors en ce qui me concerne, j'ai étudié l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, alors une institution psychiatrique pendant longtemps, une des plus grandes au Canada, où de 1873 jusque dans les années 60,
on gardait loin de la société les personnes avec des troubles psychiques sévères. Alors, à l'époque, on disait les fous et les folles, qu'on ne voulait surtout pas garder au sein de la population générale. Alors, on les a marginalisés, on les a mis en retrait loin de la société. Et c'est sûr que je fais des liens avec ce qui se passe avec les personnes âgées où, depuis les 30 dernières années, on s'est dit peut-être pour leur bien, avec des bonnes intentions au départ, qu'on les a isolés, on les a vraiment retirés de la société pour leur permettre de vivre leurs derniers jours, de vieillir paisiblement, mais en constatant finalement qu'on les avait tout simplement coupés de la société, qu'on les avait mis en retrait, qu'on les avait oubliés finalement dans ces institutions-là qui n'ont pas été capables d'offrir tous les soins, tous les services que leur État exigeait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est rendu compte qu'ils criaient au secours? Alors là, vous faites référence au livre de Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours, paru en 1961. Alors, c'est une autre époque, mais il y a des ressemblances qui sont certainement intéressantes, qui me fait penser à cette idée, les vieilles et les vieux appellent à l'aide humanitaire, où justement on s'est rendu compte que les conditions de vie étaient tout simplement inacceptables. Alors, si je fais l'analogie avec les années 60, c'est cette période où on a parlé de désinstitutionnalisation avec cette idée que le trop grand nombre de patients dans les institutions psychiatriques devaient être sortis et réintégrés dans la société pour vivre normalement au sein de la communauté. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on est allé trop loin avec cette idée de marginaliser les personnes âgées, de les garder vraiment éloignés de l'activité urbaine, l'activité sociale, pour peut-être les protéger dans des institutions, mais en les coupant avec la réalité là, du quotidien auquel ils ont très peu accès. Puis pendant la pandémie, alors l'arrivée de la COVID-19 dans plusieurs CHSLD au Québec ou dans plusieurs nursing homes du côté de l'Ontario, on a vu que les gens ont manqué de soins, on a rapporté que certains ont manqué d'hydratation, n'ont pas eu tout leur repas, les soins d'hygiène ont été négligés, tous les contacts physiques ont également été coupés parce qu'on a interdit l'accès à ces résidences-là aux proches aidants. Alors oui, ils ont manqué de soins et je pense que ça ajoute à notre compréhension de la situation. À propos de cette question du manque de soins et puis le fait qu'on sache ou qu'on ne sache pas que les gens puissent manquer de soins, vous avez lancé un appel à témoignages sur Facebook intitulé « Mon récit Covid ». Et dans cet appel à témoignages, vous encouragez des personnes soignantes à parler de leur expérience, à en faire le récit. Est-ce que vous pensez que la parole des soignantes et des soignants est assez audible dans nos sociétés aujourd'hui? Si elle était présente, on ne l'entendait pas suffisamment, ça je le crois. Il y a un concours de circonstances où, par prévention, on a interdit l'accès aux proches aidants dans ces résidences pour personnes âgées, ce qui fait que finalement les seuls témoins de la situation étaient les soignants et les soignantes. Alors que ce soit les préposés aux bénéficiaires, que ce soit tous les professionnels de la santé, infirmières auxiliaires, infirmières, médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, tous ces gens-là qui ont l'habitude de travailler entre ces murs, finalement, ils étaient les seuls témoins pour rapporter de la situation et surtout de nous permettre de comprendre que depuis plusieurs années, les effectifs sont insuffisants pour prendre soin des personnes âgées. Avec le personnel, parce que plusieurs ont également contracté le virus, ils ont arrêté de travailler. Alors déjà des effectifs au minimum où justement
on a de la difficulté là, à avoir suffisamment de personnel en place 24 heures sur 24. Le seul moyen de savoir qu'est-ce qui s'y passait vraiment était finalement d'entendre ces gens-là qui bien souvent n'ont pas la possibilité ou l'autorisation de communiquer qu'est-ce qui se passe sur leur lieu de travail. Alors, avec cette page Facebook Mon récit COVID, l'idée était finalement d'avoir des yeux à l'intérieur, d'avoir des oreilles à l'intérieur de ces institutions-là, puis savoir qu'est-ce qui s'y passait et comment on pouvait s'assurer finalement que les personnes qu'on aime, nos parents, nos grands-parents qui étaient logés avaient des soins suffisants. Alors, c'est sûr que du côté des médias, il y a eu un grand intérêt pour cette cause-là, cette situation-là. Alors, un intérêt comme jamais qui nous a permis de comprendre la situation catastrophique dans laquelle se trouvaient ces maisons pour personnes âgées, et cela bien avant que la pandémie arrive. Alors, les proches aidants parlent très, très fort, se sont manifestés pour dire comment c'était inhumain de ne pas pouvoir visiter leurs parents, leurs proches. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de réaliser que les personnes âgées qui habitent dans ces résidences-là, à peine 20% d'entre elles ont des proches aidants. Alors, la grande majorité, 80%, sont seuls au monde. Et il n'y a pas personne qui peut parler pour eux. Alors, le fait que les personnes qui travaillent, alors les travailleuses et les travailleurs, s'ils pouvaient s'ouvrir un petit peu et partager ce qu'ils voyaient, ce qu'ils comprenaient de la situation, comment l'état des patients également se détériorait, je trouvais que c'était un plus, mais c'était aussi un devoir de mémoire à quelque part de pouvoir collecter ces messages-là, ces témoignages-là pour pouvoir, avec le recul, peut-être d'ici une année ou plus, regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant la pandémie. Alors, on a un beau projet là qui est en train de se dessiner justement pour collecter ces témoignages-là, de regarder, oui, qu'est-ce qui s'est dit dans les journaux, alors les médias, au téléjournal, qu'est-ce qui a circulé dans les réseaux sociaux, auxquels on aimerait ajouter des témoignages parce que les voix qu'on entend le plus ne sont pas nécessairement celles de la majorité. Alors, on aimerait avoir un équilibre entre tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été entendu, mais surtout à quoi on ne s'est pas intéressé, qu'est-ce qui a été oublié. La voix justement des personnes qui n'ont pas de proches aidants autour d'eux, qu'on entend moins, qui n'ont peut-être pas la possibilité non plus de témoigner de leur situation. Alors oui, on veut faire un beau projet de recherche qui nous permettrait là, d'élargir notre collecte de données, d'aller faire des entretiens avec les gestionnaires qu'on a très, très peu entendus pendant cette crise, voir comment ils ont réagi rapidement, changer leur façon de travailler, comment aussi ils ont pu changer les idées de leurs résidents, peut-être en fermant les téléviseurs, puis en mettant là tout le discours qu'on entend au téléjournal où on annonçait les nombres de morts de plus en plus élevés à chaque jour. C'était rien pour aider au moral des résidents. Alors, comment ils ont fait pour les distraire, leur changer les idées, les occuper, puis leur apporter aussi l'attention qu'ils ont droit, que finalement, avec le manque d'effectifs, c'était de plus en plus difficile, mais comment leur rendre finalement leur journée un petit peu plus agréable. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu des initiatives à certains endroits? C'est sûr qu'il y a eu des belles façons de prendre soin de ces personnes âgées-là, mais ça n'a pas fait les manchettes dans les journaux, on n'en a pas parlé. Alors peut-être pour avoir les deux côtés de la médaille, voir comment ça s'est passé différemment dans certains endroits, peut-être qui ont été moins touchés par la COVID, comment d'autres centres
s'en sont sortis finalement, même s'il y a eu beaucoup de cas de COVID. Alors, essayer de faire la part des choses et ensuite réunir plusieurs personnes, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des soignants, des soignantes, des gestionnaires, des étudiants, des professionnels de la santé. Comment ensemble on pourrait regarder quel est le message qui ressort de toute l'information qu'on a reçue pendant la période là, critique de la pandémie. Comment on peut prendre du recul, mais comment aussi on peut réfléchir ensemble pour intervenir différemment, intervenir autrement. Peut-être innover au niveau des soins auprès des personnes âgées advenant une prochaine pandémie. Dans vos travaux d'historienne, justement, vous vous intéressez aussi beaucoup à l'histoire des émotions. Quelles traces les émotions laissent dans l'histoire. Et vous vous questionnez par exemple sur la manière dont les émotions s'expriment dans les archives. Par exemple, dans les notes que les infirmières ont écrites sur leurs patientes et leurs patients. Et ce que je me demandais en voyant votre projet de la page Covid, c'est, à votre avis, quelles émotions, nous, on va laisser aux historiennes du futur? Alors, les émotions, c'est un sujet sensible. Je pense que c'est un sujet passionnant. Peut-être parce qu'il est très difficile à, à toucher, à trouver, à interpréter également. Alors, pour avoir étudié pendant longtemps les dossiers médicaux des personnes qui étaient institutionnalisées là, dans les hôpitaux psychiatriques, je me suis intéressée à la correspondance. Alors, pendant longtemps, on a dit que la majorité des personnes qui étaient hospitalisées en institution psychiatrique étaient abandonnées. Alors, c'est comme si on voulait seulement les délaisser et un coup qu'ils étaient internés, hospitalisés, on les oubliait, on s'en occupait plus. Alors depuis plusieurs années, je m'intéresse à ce sujet-là pour avoir découvert, entre autres pendant ma thèse de doctorat, que plus de 30% des personnes qui étaient hospitalisées en institution psychiatrique gardaient contact avec leur famille. Et j'ai pu voir la correspondance. Alors, l'intérêt de la famille pour leur malade, en écrivant quand même assez régulièrement dans certains cas, à savoir comment, par exemple, comment va mon épouse ou comment va mon fils. Et à une époque où les gens écrivaient peu, à une époque où on ne parlait pas nécessairement très ouvertement des sentiments. Alors, quand on pouvait trouver dans une lettre de ces passages partagés avec tendreté pour essayer de comprendre, essayer de voir comment accompagner notre proche qui est si loin pendant l'hospitalisation, qu'est-ce qu'on y perçoit? Ça nous permet de voir aussi d'un autre œil cette idée de l'institutionnalisation, pourquoi que ces personnes-là ont été institutionnalisées, puis de regarder finalement que c'est pas vrai pour tout le monde que c'est des gens qui étaient abandonnés, mais c'est des gens qui étaient aimés également. C'est des gens pour qui on s'intéressait de leur bien-être. Alors, elles sont fréquentes, les lettres qui arrivent en disant, bon, bien, pouvez-vous me dire si mon proche va mieux? Est-ce qu'il va pouvoir venir à la maison? Est-ce qu'on va pouvoir le prendre avec nous pendant les vacances? Alors, cet intérêt, mais ce désir aussi d'aller chercher pour les fêtes de Noël, pour les vacances d'été, pour un baptême ou pour célébrer un mariage. On veut que cette personne-là revienne dans la famille, partage le bonheur de la famille également. Puis quand on parle de la psychiatrie, quand on parle de l'histoire de la psychiatrie, c'est pas des sujets qui apparaissent en surface. Alors, on va parler plutôt de diagnostic, on va parler de leur comportement étrange, leur comportement dangereux parfois.
mais le fait qu'ils aient des sentiments pour leur famille, on en parle très, très peu. Alors, tout ce côté humain des individus, alors au sein de leur famille, mais au sein de l'institution aussi, c'est un sujet c'est vrai, et qu'il est difficile à documenter, mais en même temps, je pense qu'il est très important pour mieux comprendre une réalité d'une époque, mais qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de l'institution. Ça me permet peut-être de faire le lien avec cette page Facebook Mon Récit COVID, où j'espère recueillir des témoignages qui vont nous permettre de comprendre des moments touchants, des situations sensibles auxquelles les professionnels de la santé ont été témoins, mais aussi les messages que les proches aidants ont pu partager pour nous dire, bon, mais depuis plusieurs années, tout le temps qu'ils passaient, aller voir, par exemple, leur père ou leur mère, aller leur donner le repas du soir tous les jours. Alors, c'est des choses qu'on oublie, mais quand on interdit l'entrée des proches aidants dans les résidences pour personnes âgées, on se rend compte encore de façon plus importante leur contribution aux soins et les effectifs finalement insuffisants pour prendre soin des personnes âgées. Alors, je pense que cette pandémie-là a révélé cette réalité et je pense qu'il y a une histoire des émotions qui pourra être écrite à partir de cette réalité-là. Et à propos des proches aidants et des soignants, pendant ces quelques mois, on a pu lire assez souvent dans les médias que la situation actuelle et les multiples crises liées à la Covid-19 ont eu un effet révélateur, parce que ces crises mettraient en évidence la prévalence notamment des femmes et des femmes subalternes dans les métiers du soin et de la santé. Selon vous, quelle est la place des femmes dans ces milieux du soin et de la santé? Pour moi, c'est important d'en parler, c'est important de le constater. Alors oui, la situation des femmes, je pense qu'elle est importante dans les soins de santé. Pendant la pandémie, on a justement vu leur rôle qui était central, qui était très important. Si je pense aux infirmières à qui souvent on attribue peut-être pas toutes les compétences qu'elles ont, qu'on ne reconnaît pas leur rôle important. Pendant cette pandémie-là, on a parlé des anges gardiens et je sais que les infirmières et les infirmiers n'apprécient pas tous cette façon de les nommer parce que ça permet de voir encore une fois peut-être le côté féminin de leur travail, les qualités dites féminines où on voit plus la patience, la gentillesse, mais on voit pas le côté professionnel, scientifique. Alors ça choque un peu. Et pendant cette pandémie-là, ben on voit justement comment elles sont importantes au cœur des soins de santé. Et moi, je fais des liens importants avec les soins de santé jusque dans les années 60, qui étaient sous la responsabilité des communautés religieuses. Alors, les Sœurs de la Providence à Saint-Jean-de-Dieu, qui étaient propriétaires, gestionnaires de l'institution, qui s'occupaient de toutes les questions administratives, mais qui s'occupaient également des traitements. Et ça, on l'a peu retenu et l'histoire en a trop peu parlé, je pense, parce qu'avec ce grand mouvement de laïcisation qui arrive dans les années 60 avec la Révolution tranquille du côté du Québec, on a surtout retenu qu'il fallait éliminer tous les religieux à la tête des institutions au Québec. Et pour ce faire, bien, souvent, on a dénigré leur travail, on a dit qu'elles étaient incompétentes, qu'elles n'avaient pas la formation nécessaire pour occuper le rôle qu'elles avaient. Alors, leur position stratégique au sein des institutions qui étaient convoitées par, si je réfère toujours à Saint-Jean-de-Dieu, par des psychiatres modernistes qui, eux, se vantaient d'avoir les diplômes nécessaires pour gérer cette institution-là en montrant la porte aux Sœurs de la Providence. Alors, je pense que pendant trop longtemps, on n'a pas tenu compte de cette réalité où les effectifs étaient difficiles à obtenir et que c'est les religieuses qui s'occupaient des patients.
des femmes qui n'étaient pas payées, des femmes qu'on a dit qui avaient un rôle de gardiennage au sein de l'institution alors qu'elles étaient formées. Plusieurs d'entre elles étaient des universitaires, avaient les diplômes nécessaires pour occuper leur fonction. Et bien entendu, on a fait référence au rapport Bédard là, sur les institutions psychiatriques qui est sorti en 1962 pour condamner un peu les religieuses, comme quoi elles étaient responsables de la situation catastrophique dans laquelle se trouvaient les aliénés. Mais on ne dit pas comment, depuis les années 40, les années 50, il y a des rapports qui ont été déposés au gouvernement pour justement dire que la situation dans laquelle se trouvait Saint-Jean-de-Dieu n'avait pas de bon sens, qu'on manquait d'effectifs, qu'on manquait de médecins, qu'on manquait un peu de tout. Et tous les beaux projets, finalement, qui ont été tablettés, des projets qui ont été pensés par les aliénistes de l'époque en collaboration avec les Sœurs de la Providence, finalement, vont voir le jour après le dépôt du rapport Bédard, alors qu'on constate que finalement, l'État s'engage à investir de l'argent dans ces institutions-là et les projets qui jusque-là étaient tablettés vont rapidement être mis en place et les psychiatres modernistes vont s'approprier finalement ces réalisations-là. Mais c'est des projets qui étaient déjà pensés et pour lesquels on attendait du financement. Alors, oui, cette idée que les femmes ont été très, très importantes dans le développement des soins, on le dira jamais assez, mais je pense qu'il faut aller au-delà d'une interprétation aussi sur les qualités féminines reliées aux soins du care, que les infirmières, mais également les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, les professionnels de la santé, elles sont justement des professionnels. Et c'est pour ça qu'elles peuvent pratiquer leur métier de façon très compétente. Le rejet que vous mentionnez de la dénomination d'ange gardien, ça va nous mener un peu à la dernière question de l'entrevue, qui est que, évidemment, la prise de conscience de l'importance du rôle des soignantes et soignants, c'est une très bonne chose. Et en même temps, on a été un peu surprise que le monde entier s'étonne devant la découverte que les soins de santé demandaient des gens, demandaient des compétences. Ce qu'on se demande aussi à Stasis, c'est est-ce que vous pensez que la crise sanitaire pourrait être l'occasion de nous donner un peu des idées pour transformer notre rapport aux soins et au système de santé en général? Je l'espère. S'il y a un bon côté à cette pandémie-là, faudrait le voir comme ça. Ça peut nous permettre de repenser nos institutions. Ces murs qu'on érige entre certains groupes de la population, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce que c'est nécessaire d'investir autant dans le béton finalement plutôt que d'investir dans des gens? Comment on peut atteindre ces personnes qui sont sûrement, pour la grande majorité, en perte d'autonomie, mais comment leur créer un environnement où ils peuvent rester en contact avec la société, avec la communauté, comment ils peuvent participer au développement de la communauté également. Je pense pas qu'il y a un âge où finalement on dit bon ben vous avez assez donné, allez vous reposer et maintenant la société va se développer à un autre rythme que celui que vous avez connu et vos idées, vos opinions nous intéressent pas. Alors, je pense qu'il faut faire attention et il faut être plus inclusif, il faut respecter les gens avec leurs habiletés, avec leur autonomie, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont complètement non productifs, ils ne prennent pas part au développement de la société. Je pense aussi que là, on a déjà des preuves parce qu'on en a déjà parlé dans les médias, comme qu'on s'est rendu compte qu'il manquait énormément de préposés aux bénéficiaires pour s'occuper des personnes âgées. Alors là, on a lancé un appel pour
engager 10 000 personnes, les former, leur offrir un salaire plus du double de ce qu'ils gagnent habituellement. Et on s'est rendu compte que 100 000 personnes avaient envoyé leur CV pour avoir un emploi comme celui-là. Et c'est comme si il y a un changement par rapport à la perception de ce travail-là, qui était un travail peu important, qui prend de la considération aujourd'hui pour dire ah oui, c'est vrai, les soins de proximité sont essentiels au sein de notre société pour venir en aide. Alors, les gens vivent de plus en plus vieux. Alors, les gens du 3e âge, les gens du 4e âge, comment on veut en prendre soin? Comment on veut les soigner avec respect, avec dignité? On a beaucoup parlé comment terminer ses jours, les soins de fin de vie, comment mettre un terme à des souffrances, écourter la vie, mais on ne parle trop peu, je crois, de comment bien vivre la fin de sa vie avec des conditions idéales et avec une volonté là, de faire participer tout le monde au bien commun. Et je pense que les personnes âgées ont leur place à ce niveau-là au sein de la société, mais il faut leur permettre d'y participer, non pas en les confinant dans des endroits où justement on les oublie. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre temps aujourd'hui. On est vraiment très contents. Et puis pour celles et ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent sur l'histoire future de nos propres émotions, vous pouvez visiter la page Mon Récit Covid sur Facebook. Bonne chance! Bonne chance et merci.